Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Lumons. Dernière conférence de l'année civile. On va terminer par un sujet grandiose puisqu'on va parler de quelques-unes des quêtes du Graal pour les physiciens. On va parler de ce fameux LHC, qui est le plus grand accélérateur de particules en fonction aujourd'hui, ou du moins le plus puissant. Tu vas préciser tout ça, je suppose. Alors, pour parler de ce sujet passionnant, on a demandé à notre amie Evelyne Doby, qui est physicienne ici à Lumons. Elle est spécialiste de la physique des particules et elle connaît bien le LHC puisqu'elle est impliquée dans l'expérience CMS, qui est un des détecteurs de l'accélérateur. Donc Evelyne, bienvenue chez toi. Donc bonne soirée à toutes et à tous. Je lui laisse la parole. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bienvenue à tous. Et donc, commençons tout de suite l'exposé qui a donc trait au LHC. Le LHC, c'est donc une machine pour sonder l'atomonde, comme je l'ai mis dans le titre. Et le fait de sonder l'atomonde, je vais essayer de vous prouver que ça peut aussi apporter une contribution à la compréhension de l'univers. Alors, l'exposé comprendra 4 parties. La première, la plus importante, concerne les motivations physiques du projet LHC et des expériences qui s'y déroulent maintenant. Ce n'est plus un projet, c'est vraiment quelque chose qui a bien démarré. Ensuite, je passerai à la machine, à l'accélérateur proprement dit, au LHC, et je décrirai en particulier, en troisième point, le détecteur CMS dans lequel est impliquée la Belgique, pour finir par vous présenter quelques résultats obtenus. Donc, d'abord, les motivations des expériences physiques. Et là-dedans, je vais vous parler à la fois de volets, la physique des particules proprement dit, décidément, et la façon aussi dont on peut répondre à certaines questions concernant l'univers. Puis la machine, le détecteur, et enfin les premiers résultats qui ont été obtenus cette année, de mars à novembre 2010. Alors, les motivations du LHC, pour vous en parler mieux, je dois faire un point des connaissances en physique des particules. Quel est le but premier de la physique des particules quand on en parle? C'est d'abord essayer de trouver quels sont les constituants ultimes de la matière. Alors la matière, on la connaît tous, elle nous entoure, on est fait de matière, et toute la matière, comme vous le savez, est faite de molécules. Comme ces molécules d'eau, H2O. Toutes les molécules contiennent des atomes, et les atomes sont des électrons qui gravitent autour d'un noyau positif. Ce noyau positif est en lui-même constitué de nucléons, et les nucléons sont de 2 types. Il y a des nucléons neutres, neutrons, électriquement neutres, des protons positifs, et les électrons sont en nombre égal au nombre de protons, et on a donc un atome globalement électriquement neutre. Alors là, je vous ai fait déjà le bilan de la physique des particules en 1932. C'était très simple, 3 sortes de particules. Non, pour être plus complet, je dois quand même ajouter le photon. Le photon, c'est une particule qui représente le champ électromagnétique et dont Einstein avait parlé pour expliquer l'effet photoélectrique. Donc, allez, 4 particules, 3 particules de matière et une particule de force électromagnétique, le photon. Alors, maintenant, je vais un peu mieux vous expliquer ce que j'entendais par atomonde. Je ne sais pas si tout le monde connaît le préfixe ato. Je vais essayer de vous montrer donc où on en est dans les distances, puisqu'on essaie de trouver les constituants ultimes de la matière, où on en est dans les distances auxquelles on a abouti dans les recherches, les investigations en physique des particules. Pour ça, je commence par notre monde. Alors, notre monde, si on le prend en longueur, on a l'habitude du mètre. Soit donc le rosier ici photographié à 1 mètre sur 1 mètre. Alors, vous avez ici le 10 exposant 0, soit 1 mètre. Là, en rouge, vont défiler un petit peu les chiffres des distances calculées en mètres. Donc, le rosier 1 mètre, je fais un petit zoom, et j'arrive ainsi sur la feuille du rosier, je dirais 10 cm par 10 cm. Vous remarquez sur la feuille du rosier une petite mouche, et donc je zoome sur la mouche aux environs du centimètre. Et puis je zoome sur les yeux de la mouche. Là, je peux dire que je suis aux alentours du millimètre. Alors le millimètre, dans notre jargon, c'est 10-3 mètres. Ensuite, je zoome sur l'œil de la mouche. Et donc, je suis aux alentours du millimètre, voire les fractions de millimètre, disons 200 microns, soit de l'ordre de 10-4. Puis je zoome sur une antenne, vraiment un détail de l'antenne d'un insecte. Et là, je suis à la surface de l'antenne, et là, on a une photo qu'on peut... Ici, vous avez la distance réelle de 2 microns. Allez, on est aux alentours des 20 microns, 10-5 mètres.
Et puis là, je zoome sur une molécule d'ADN, hein, les chaînes hélicoïdales, soit une distance de 10 nanomètres, 10-8 mètres. Et puis j'arrive aux atomes proprement dit, soit ici les photos prises au microscope électronique, un plan d'atomes. Les petites boules roses sont des atomes sur ce plan. On voit qu'il en manque un à ce niveau-là. Et là, maintenant, je zoome sur un atome. Là, j'ai déjà plus de mal de vous le montrer avec le microscope. Et je l'ai un petit peu zoomé ici en figuration. Alors l'atome, on peut lui donner une dimension de l'ordre de l'angstrom, soit 10-10 mètres. Alors là, j'entre dans la physique nucléaire, je zoome sur le noyau de l'atome et je suis aux alentours des 10 Fermi. Alors le Fermi, c'est le 10-15 mètres. Donc pour le noyau, nous dirons 10-14. Et puis je zoome sur un nucléon dont je viens de parler, donc soit un proton, soit un neutron. Je suis au Fermi 10-15 mètres. Et la physique des particules, maintenant on rentre dans le domaine de la physique des particules. Et là, je zoome sur une petite chose qui se trouve dans les nucléons, qu'on appelle un quark. Et le quark a une dimension de l'ordre de 10-3 Fermi, soit 10-18 mètres. Et le 10-18 mètres, dans le jargon, c'est donc l'attomètre. Donc atos, c'est la dénomination pour dire du 10-18. Alors je croyais que le préfixe ato venait du grec, j'ai vérifié, en fait ça ne vient pas du grec du tout, c'est du danois, qui signifie justement 18. Donc bienvenue dans notre atomonde, c'est-à-dire là où on scrute ce qu'il y a à l'intérieur des protons et des neutrons. Et donc on constate qu'il y a, en fait, par les expériences en physique des particules ont montré qu'il existait 3 pépins dans les nucléons, 3 quarks. Les dimensions 10-18 mètres, donc dans notre monde, pour vous donner une idée de la comparaison, c'est de la taille de l'électron. Pour l'électron aussi, on dira qu'on est à 10-18 mètres. L'électron, que vous savez, il est à environ 2000 fois plus petit que le nucléon, proton ou neutron. Et en fait, le 10-18 mètres, il est arrêté quelque part par la technologie actuelle. Elle a ses limites dans les accélérateurs, les outils de la physique des particules. On est limité pour l'instant, comme je vais le rappeler, à ces distances de l'ordre de 10-18 mètres. Donc, à l'heure actuelle, on les considère comme ponctuelles. Alors, un petit mot sur ces particules à 10-18 mètres. Du point de vue de leur charge électrique, tout le monde sait que l'électron est électriquement négatif, il porte une charge élémentaire moins E, 1,6 10-19 coulombs, tandis que le proton, lui, c'est plus E, 1,6 10-19 coulombs. Et les quarks. Alors les quarks ont eu, c'était au départ une prévision théorique, comme je vais le rappeler, et ils ont eu du mal à être admis dans la communauté des physiciens à l'époque, car, suivant la théorie, ils portaient des charges fractionnaires de E. Alors, on avait 2 types de quarks, les up et les down, dans les nucléons avec, pour le quark up, plus 2/3 de E, tandis que le quark down était à moins 1/3 de E. Alors, pour constituer ainsi les nucléons, c'était assez facile. Un proton, vous prenez 2 U et un D, 2 fois 2/3 moins 1/3, ça fait plus 1, on y est. Pour le neutron, on prenait 2D, on prend 2D plus 1 U, moins 1/3 moins 1/3, plus 2/3. Ok, ça fait 0, c'est bien électriquement, globalement électriquement neutre. Alors une autre chose sur les quarks très intéressante, non seulement ils portent une charge électrique, à la différence des électrons, ils portent aussi une charge dite de couleur. D'ailleurs, c'est symbolisé par notre couleur. Ça n'a rien à voir avec la couleur réelle, hein. C'est un terme qu'on emploie pour bien s'y retrouver dans ce qui se passe avec les quarks. Les quarks portent non seulement donc une charge électrique, fractionnaire, mais aussi une charge dite de couleur, soit une charge rouge, une bleue ou une verte. De telle façon que, à la fois dans le proton ou dans les neutrons, donc dans les nucléons de façon générale, on doit avoir un quark de chaque couleur. Pourquoi? Parce que globalement, si vous mélangez ces 3 couleurs primaires, vous obtenez du blanc. Et donc, les objets physiquement observables sont blancs de couleur, neutres de couleur. Ce qui va expliquer que les quarks sont non observables à l'état libre. Cette charge de couleur est très attractive. Elle donne un lien très fort entre les quarks dans les nucléons. C'est tellement fort comme force d'attraction que ces quarks ne peuvent pas se déplacer à l'état libre.
et sortir des nucléons. Alors ça explique que ça a été mis en évidence assez tard, dans les années, fin des années 60, début des années 70. Alors je vous ai fait le bilan en 1932 de la physique des particules. Il y avait donc 4 particules, 3 de matière plus le photon. Et dans les années qui ont suivi, donc fin des années 30, 40, 50, 60, dans les années 70, on a mis en évidence pléthore de particules. Alors j'ai donné les petits noms pour les principales. Le muon, le pion, le kaon, le lambda. Vous remarquez qu'elles portent des noms correspondant aux lettres grecques. On a épuisé l'alphabet grec, delta, sigma, etc., psi. Et puis quand on a fini d'épuiser l'alphabet grec, on a mis des psi primes et ainsi de suite. Attention, toutes ces particules sont instables. Ça veut dire qu'elles ont des temps de vie tels qu'elles vont se désintégrer rapidement en particules stables. Donc, à la fin de leur chaîne de désintégration, on tombera sur nos particules stables. Alors, les particules instables, les temps de vie moyens sont de l'ordre de, c'est petit, la microseconde, jusqu'à 10-23 secondes. Donc, ça va très vite, une fois créées ou désintégrées. Alors, intéressant aussi en physique des particules, pour nous, les antiparticules de matière, c'est monnaie courante. On n'est pas effrayé par les antiparticules. Donc, pour toutes les particules que j'ai citées, on a mis en évidence également les antiparticules correspondantes. Donc, pour le proton, on a mis en évidence l'antiproton. Et si le proton est positif, l'antiproton sera négatif. Donc, les antiparticules sont vraiment identiques, même masse, même temps de vie que les particules. La seule différence, ce sont les propriétés électromagnétiques inversées. Donc du positif on passe au négatif, du négatif au positif. Donc l'électron a une antiparticule qu'on appelle le positron, ou si l'électron est symbolisé par E avec un petit signe moins en exposant, le positron sera un signe E avec un exposant plus. Alors, comme il y a pléthore là de particules, il faut bien les classer. Donc, à l'époque, les théoriciens ont essayé de trouver s'il n'y avait pas des concordances du point de vue des propriétés des particules, de façon à mettre certaines particules dans certaines boîtes, en faire des catégories similaires suivant leurs interactions. Et c'est ainsi qu'on a déjà institué 2 grands groupes. D'une part, les leptons, c'est-à-dire des particules qui avaient des propriétés très similaires à celles de l'électron. Avec un exposant moins, donc l'électron, le muon, négatif, ainsi que la particule tau, le tau moins. Avec les antileptons, comme je vous disais, correspondant E+, mu+, et tau+. Bon, là, il n'y en a pas trop, 3, et 3 de l'autre côté en antimatière. Là où il y en avait le plus, c'est dans l'autre catégorie. L'autre catégorie est celle des hadrons. Et dans les hadrons, vous allez trouver les nucléons, c'est-à-dire le proton et le neutron, ainsi que tous leurs cousins avec les lettres grecques autres que mu et tau. Alors prenons par exemple la particule grand lambda. Elle était constituée aussi de 3 quarks. Tous les hadrons auront cette spécificité d'être constitués, la majorité, de 3 quarks. Et pour le lambda par exemple, on prendra le quark U et D et on prendra un nouveau quark. Une nouvelle saveur de quark qu'on dit, ce sera la fameuse saveur étrange, S strange en anglais, parce que les particules qui qui contiennent un quark S, on les a mis en évidence, et comme on s'y attendait pas trop, on a dit, ça, ce sont des particules étranges. Alors, voyant que des hadrons, il y en avait quand même une bonne centaine, on s'est dit, c'est pas possible que les hadrons, donc, soient vraiment des particules composites. Et c'est donc à cette époque-là, dans les années 60, qu'on s'est dit, les hadrons, c'est pas possible, il y en a trop mis en évidence, ils sont donc constitués de quarks. Donc, les quarks, au départ, étaient une hypothèse totalement théorique. Et le théoricien qui a eu l'idée est M. Gell-Mann. Il a reçu le prix Nobel en 69, bien que sa théorie date de 64. Il a eu le prix Nobel juste après que les expériences aient prouvé que son idée était bonne. Donc, fin des années 60, on a mis en évidence indirectement les quarks. Et donc, à l'époque, il a postulé que les hadrons étaient donc composés de petites entités. C'était vraiment une structure mathématique où il disait les hadrons sont constitués de 3 saveurs de quarks. La saveur U, up, down, et S.
Et c'est là qu'il postule la fameuse charge électrique fractionnaire, moins un tiers ou plus deux tiers pour les autres. Et donc c'est là que certains physiciens de l'époque disent non, ça c'est une hypothèse totalement mathématique, ce sera jamais vérifié, ce sera pas possible de voir des particules avec des charges électriques autres que plus ou moins E. En fait, donc Gell-Mann avait raison. Alors ce mot quark, parce que donc les lettres grecques on comprend bien pour les particules, alors d'où vient le mot quark? Le mot quark c'est un mot emprunté à un livre de James Joyce, et en fait ce mot quark ne veut rien dire. C'est un mot qui a été inventé par l'auteur, et il y a des petites phrases dans le roman qui signifient en fait quark c'est quelque chose qui irait par 3. Donc c'est une symbolique pour le chiffre 3 quelque part. Vont par 3, c'est ce que veut dire le mot quark. Pour la petite histoire, pour l'anecdote. Alors je vous fais maintenant le bilan de la physique des particules des années 2000. On a donc mis en évidence d'autres hadrons et on s'est rendu compte, donc dans les années 60, il y avait 3 types de quarks, 3 saveurs. Au fur et à mesure des années, on a mis en évidence des hadrons de plus en plus lourds et on a mis en évidence ainsi d'autres quarks dans les hadrons plus lourds qui étaient mis en évidence. Alors le bilan, il est joli aussi. Vous avez d'une part à gauche ici les quarks et à droite les leptons. Les leptons, en fait, dans les années 60-70, plutôt 75 pour le dernier, dans les années 70, on y était déjà. C'est-à-dire qu'on avait l'électron, le muon et le taux dont j'ai parlé, ainsi que les petits cousins neutres qu'on appelle dans le jargon neutrinos, pour petits neutres. Donc l'électron a son cousin neutre neutrino E, le muon également et le taux. Alors ces particules leptons ont donc des propriétés très similaires du point de vue de leurs interactions, de leurs propriétés d'interaction avec la matière. La seule différence pour passer du lepton au muon et au taux, et c'est pour ça que je vous montre ce transparent-là, ça symbolise bien ce qui se passe, c'est juste une question de masse. L'électron est le plus léger, puis vient le mu, puis vient le taux. Et dans les quarks, on a un joli parallèle dans les quarks, on avait les U et les D. Si vous vous souvenez, les up and down, c'est ce qui constitue nos nucléons. Puis, plus lourd, on a la catégorie Charm and Strange. Alors, le Strange, je vous l'ai dit, ça s'était mis en évidence dans les années 60. Puis, dans les années 70, on a vu des particules constituées de quarks C, des particules charmées. Puis, sont venues les particules de beauté, parce qu'elles contenaient un quark B. Et enfin, le quark top. Un peu spécial, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc, la seule différence qu'il faut retenir pour passer d'une ligne à l'autre, c'est une question de masse. Ils sont de plus en plus massifs. Sinon, c'est pareil. Alors, on dit qu'une ligne, ici, est une génération ou une famille de particules. On compte ainsi combien de familles? 3. La première des familles, c'est celle qui fait le monde qui nous entoure, avec les électrons, les neutrinos, pour expliquer un petit peu la physique nucléaire, les up et down, c'est-à-dire les nucléons, on y est. Toute la matière qui nous entoure n'est constituée que des particules briques qui sont dans la première ligne, tandis qu'en dessous, ce sont des hadrons, c'est-à-dire des particules à durée de vie finie, donc ils vont se désintégrer assez rapidement. Moi, j'ai mon petit dessin ici pour vous prouver qu'on est au fait au niveau des briques élémentaires, c'est-à-dire de l'atomonte, les fameux 10-18 mètres en dimension. Et on a ainsi mis en évidence d'un côté 6 leptons, de l'autre côté 6 quarks. Mais attention, ces quarks sont des objets qui portent des charges de couleur. Et en fait, il existe un quark de chaque couleur. Donc si je vais faire le bilan en nombre, je dois en fait multiplier par 3 à chaque fois que j'ai un quark. Ça, c'est pour mes 3 générations, mes 3 lignes. Il y a quand même une similitude entre les leptons et les quarks. On dit dans notre jargon que ce sont des particules fermions. Ça veut dire qu'ils portent un spin demi-entier. Donc il y a quand même une similitude de propriété, en tout cas la propriété de spin. Ce sont des spins demi-entiers et ce sont tous ici des particules de spin 1,5 exactement. Question de masse pour passer d'une génération à l'autre. Alors les derniers mis en évidence sont donc les particules les plus lourdes. Pour citer quelques dates, le taux en 1975, dans les années 70 le C et le B, en 1995 le quark top, et vraiment mis en évidence directement le NUTO en 2000. Toutes les antiparticules ont été vues aussi, pour tous. Pour toutes les particules qui sont là, leurs antiparticules existent. Et donc, si je fais le bilan des briques élémentaires, qu'est-ce qu'on trouve au niveau élémentaire des 10-18 mètres? 6 leptons, 3 fois 6 quarks, ça nous fait 24, plus 24 antiparticules, ça nous en fait 48.
Alors ça, c'était pour les particules de matière. Maintenant, je vais vous dire deux mots pour bien compléter le tableau de famille, des forces qui vont s'exercer entre ces particules. Dans la nature, vous savez sans doute qu'il existe deux types de forces à notre échelle. C'est d'une part la force gravitationnelle, celle qui va expliquer le mouvement des planètes, celle qui va expliquer la chute des corps sur Terre. Donc la force gravitationnelle, elle agit sur toutes les particules qui portent une masse, particules massives. Et d'un autre côté, on connaît aussi très bien la force électromagnétique, la force électrique et magnétique, celle qui explique quelque part la cohésion de l'atome, puisque les électrons négatifs gravitent autour du noyau positif. Ça, c'est sous l'effet de la force électromagnétique. Ces forces ont une portée infinie. Et d'un autre côté, je vais compléter par deux autres forces, mais ces forces-là sont un peu moins connues parce qu'elles agissent sur une portée beaucoup plus courte. La portée, c'est de l'ordre de la dimension du noyau des atomes. On a d'une part la force nucléaire qu'on appelle aussi la force nucléaire forte. Et cette force nucléaire forte, en fait, je vais faire un parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est due au fait que les quarks portent des couleurs. Les fameuses charges de couleurs qui font que les quarks sont très collés les uns aux autres dans les nucléons. Eh bien, il vous en reste de cette force forte de couleur un reliquat qui fait la force nucléaire, c'est-à-dire la force d'adhésion des nucléons dans un noyau. Donc c'est grâce à cette force de couleur qu'on maintient bien les nucléons les uns près des autres comme ça. Et donc elle agit sur les particules hadroniques. D'ailleurs, le mot hadros en grec veut dire fort. Donc la force forte agit sur des particules hadroniques. La force électromagnétique, c'était sur les particules chargées. Alors la quatrième dont je dois parler, la quatrième force, pour finir mon bilan des forces, c'est la force nucléaire faible. Elle est plus faible, on l'a appelée comme ça, par opposition bien sûr à la force forte. Elle a moins d'intensité, je vais faire le bilan des intensités tout de suite après. Et elle a aussi une portée plus courte, c'est dans le noyau que ça se passe, mais ça a un niveau 1000 fois moindre en portée par rapport à la force forte. Alors pour point de vue des intensités, la force nucléaire forte, je la mets à 1, je compare les autres. C'est la plus forte de toutes. La force électromagnétique, ce serait à 10-2, donc 100 fois moins intense que la force nucléaire forte. La force faible à 10-10, c'est déjà plus faible. C'est plus faible certainement par rapport à la forte. Et enfin, si vous voulez un chiffre pour la force gravitationnelle, au niveau des particules, c'est de l'ordre de 10-38. Donc c'est vraiment très très faible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on considère généralement que la force de gravité n'agit pas au niveau des particules élémentaires. On peut la négliger en première approximation sur le comportement des particules tel qu'on l'étudie maintenant. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les théories qui décrivent les forces, donc c'est-à-dire si on regarde au niveau microscopique comment ça se passe entre deux électrons, entre deux quarks, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, c'est que la force d'attraction, de répulsion, elle se passe à distance. C'est une action à distance. Alors si on symbolise deux particules, genre électrons, par deux personnes sur une barque, les électrons s'échangent constamment, ce sont des particules chargées, une particule messagère qui sera en l'occurrence le photon. Alors attention, ce que je raconte là, il y a des bases théoriques très fortes, très puissantes, et les bases théoriques sont les théories quantiques des champs. Et là, c'est déjà beaucoup plus fort, puisque ce sont des théories qui mêlent à la fois la relativité restreinte et la mécanique quantique. Pourquoi? Parce qu'il faut décrire des tout petits objets, mécanique quantique, qui vont très vite, relativité restreinte. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cas théorique des théories des champs, on montre que l'interaction entre deux électrons, lorsque deux électrons sont suffisamment proches, ils vont échanger, ils ne vont pas se toucher, entre guillemets, ils vont échanger une particule de champ qui est en fait le champ électromagnétique et la particule associée est le photon. Alors le photon échangé ici entre deux particules chargées, le photon il est de masse nulle, m égale 0 pour le photon. Alors par analogie, regardons ce qui se passe lorsque deux quarks, donc ces fameux objets colorés, interagissent entre eux. Et quand deux quarks interagissent entre eux, ils échangent des gluons, qui sont les particules associées au champ d'interaction forte, de couleur.
Et donc ça, c'est symbolisé par les petits ressorts qui sont ici. Là, il y a des petits ondulés pour symboliser le photon. Ici, les gluons seront symbolisés par des ressorts pour montrer que les quarks, en fait, sont très liés par la force forte de couleur dans un nucléon, dans un hadron en général. Alors, les gluons ont ça de commun avec le photon, c'est qu'ils sont de masse nulle. Alors qu'il existe un photon, celui qu'on connaît, il existe, en fait, du côté nucléon, il existe 8. Il existe 8 nucléons. À la différence du photon, au fait, qui est une particule électriquement neutre, même si c'est la particule de l'interaction électromagnétique, le photon est électriquement neutre. À la différence, les gluons, eux, porteront aussi des charges, et même des anticharges, des charges d'anticouleur. Alors, la troisième force qui intéresse les physiciens des particules, c'est la force faible. Et là, les bosons échangés sont, alors ça c'est une exclusivité par rapport aux deux autres qui sont de masse nulle, sont massifs. Effectivement, comme je vous l'ai dit, la portée de l'interaction faible est très très courte, 1000 fois plus petite entre guillemets que celle de la force forte. Et donc quand deux particules de matière veulent interagir à courte portée, elles vont s'échanger des bosons massifs. C'est un peu comme si on devait se lancer à quelque chose de plus lourd qu'un ballon, on serait bien obligé de se rapprocher pour pouvoir s'échanger cet objet bien lourd. Alors ça va avoir une petite répercussion dans la suite de mon petit exposé théorique. Donc tous les bosons, parce que les particules qui s'échangent comme ça dans l'interaction, dans les forces sont de type boson, tous les bosons des interactions sont donc neutres, à masse nulle, alors que les bosons de l'interaction faible, eux, sont massifs. Donc dans le bilan, dans le tableau de la physique des particules, d'une part les 6 quarks, d'autre part les 6 leptons, et là tout à droite, les fameux bosons échangés dans les forces, donc dans les interactions entre particules de matière, le photon, les 8 gluons colorés, et les bosons bien massifs. Alors dans les bosons massifs, on en a un neutre, qu'on appelle le Z0, et 2 électriquement chargés, particules antiparticules l'un l'autre, W+, et W-. Ça nous fait donc, si vous vous souvenez de notre calcul, 48 particules de matière, auxquelles on ajoute 1 plus 8 plus 3, 12 particules de force. On est vraiment au cœur de la physique des particules. Mais je n'ai pas fini mon petit tableau. Il me reste à vous parler de la particule qu'on n'a pas encore vue. Pour ça, je suis obligée de vous parler un peu de la masse des particules. Je vous ai dit, quand on passe d'une génération à l'autre, les particules sont de plus en plus massives. Alors, si l'électron a par exemple une certaine masse, dans notre jargon on l'appelle la masse à 511 keV, si le proton a 940 MeV, pourquoi ? On se pose la question, pourquoi le muon, qui est un peu plus lourd que l'électron, il a 140 MeV, alors que l'électron est à 1,5 MeV ? On ne sait pas. On a mesuré les masses, mais elles ne sont pas expliquées dans la théorie. L'origine de la masse n'est pas expliquée. Alors toutes les interactions, donc faibles, électromagnétiques et fortes, entre particules de matière, quarks et leptons, sont donc décrites, comme je vous l'ai dit, dans un cadre mathématique des théories quantiques des champs, et ce sont des classes particulières de ces théories qu'on appelle les théories à symétrie de jauge. Parce qu'il y a une symétrie dans les interactions. À cette symétrie correspondra une loi de conservation de la charge électrique, la sacro-sainte loi de conservation de la charge électrique pour la force électromagnétique, charge de couleur dans les interactions fortes et ce qu'on appelle l'isospin faible dans les interactions faibles. Alors cette théorie, elle marche très bien, c'est super, mais il y a un petit détail. C'est que dans la théorie qui décrit les interactions entre particules de matière, il faut introduire les particules avec des masses nulles. Donc au départ, il faut leur associer un champ, et elles sont sans masse. Ça marche bien si les particules sont de masse nulle. Oui, mais on sait bien que les particules ne sont pas de masse nulle. Il n'y a que le photon et le gluon, ça ira. Mais pour les autres, il faut une masse. Pour les bosons W et Z en particulier. C'est alors que les théoriciens anglais écossais, M. Peter Higgs, ainsi que les deux théoriciens belges, Robert Brodt et François Angler, ont élaboré un modèle mathématique qui a permis de conférer, je dirais, une masse aux particules. Alors, dans leur théorie, ils postulent l'existence d'un nouveau champ qui remplirait tout l'espace, c'est le fameux champ de Higgs. Et, en bref,
quand les particules de masse nulle, donc au départ dans la théorie, elles se propagent, elles rencontrent le champ de Higgs puisqu'il est dans tout l'espace, elles interagissent avec ce champ, et elles acquièrent ainsi une masse par le fait qu'elles interagissent avec le champ de Higgs. Plus elles interagissent avec le champ, plus elles sont massives, plus leur masse est importante. Donc, suivant l'intensité de cette interaction, les masses sont différentes de zéro. Donc, j'aime bien ma symbolique du tableau ici, en montrant qu'à la fois les quarks, les leptons et les particules de force, lorsqu'elles interagissent avec le champ de Higgs, acquièrent une masse. Le photon, qui est à masse nulle, par exemple, lui n'a pas d'interaction avec le champ de Higgs. Alors, si ce mécanisme est valide, le champ de Higgs doit avoir des quanta observables. Et donc, on doit au moins observer une particule qui s'appelle le boson de Higgs, qui est donc associé à ce champ, au moins un. Parce qu'il y a différentes, je dirais, stades dans l'élaboration de la théorie, stades de complexité. Et donc, au stade le moins complexe, au minimum, on doit donc observer une particule associée au champ de Higgs, un boson de Higgs neutre, électriquement neutre. Alors, cette théorie avec mécanisme de Higgs, qui a donc permis, par exemple, au boson W et Z d'acquérir une masse, elle est due aux physiciens Weinberg-Salam et Glashow. C'est leur modèle théorique qui est devenu une théorie. Parce qu'en bonus, on a eu ceci. Une unification, donc dans leur théorie, Weinberg-Salam et Glashow, utilisent un seul cadre mathématique pour décrire à la fois la force électromagnétique et la force faible. Et c'est pour ça que maintenant qu'on parle que d'une seule force, la force électrofaible. C'est une théorie qui, en plus, nous donne la théorie d'unification des deux forces. Un peu, on continue un petit peu l'histoire, un peu comme Newton a pu aussi unifier les forces de gravitation pour la mécanique terrestre et la mécanique céleste, et que Maxwell a pu unifier l'électricité et le magnétisme dans sa théorie de l'électromagnétisme. Et puis, même similitude dans la théorie que la théorie qui décrit l'électrofaible, donc la fameuse théorie des champs à symétrie de jauge, c'est aussi celle-là, ce type de théorie qui décrit la force forte de couleur. Et là, vous avez ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, notre modèle théorique, qui est en fait super bien vérifié. Donc, toutes les expériences de physique des particules qui ont eu lieu jusqu'à ce jour ont montré qu'elles étaient en accord avec le modèle standard. Et on a par exemple sur certaines observables pratiqué des mesures jusqu'à une précision de 0,002%. C'est pour vous montrer à quel point la théorie a été validée, sauf ma fameuse pièce manquante, le boson de Higgs. Donc il nous manque un petit quelque chose, il faudrait voir dans les expériences de physique des particules maintenant, le fameux boson associé au champ de Higgs, puisque ça fait partie de la théorie du modèle standard, il faudra absolument le mettre en évidence. Donc ça, c'est notre chaînon manquant. Il est nettement conseillé de le trouver un jour ou l'autre, et je suppose que les physiciens qui le découvriront auront une petite récompense. Donc, ça va être tout simple. Je vais vous parler maintenant des motivations du LHC. Qu'est-ce qu'on va chercher au LHC exactement? Le boson de Higgs d'abord. On dit que la chasse est ouverte. Alors aucun accélérateur existant ou passé n'a réussi à le mettre en évidence. Donc aucun accélérateur n'a produit le boson de Higgs. Ce qui a permis de mettre déjà une limite de masse inférieure. On sait que le boson de Higgs aura donc une masse supérieure à 115 gigaélectronvolts. Alors pour comparaison, la masse du proton est environ à 1 gigaélectronvolt. Donc environ 115 fois plus lourd que le proton. Et très récemment, un accélérateur qui tourne aux États-Unis, le Tevatron, a exclu aussi une fourchette de masse entre 158 et 175 GeV. Des arguments théoriques nous disent aussi que le Higgs doit être trouvé à une masse inférieure à 1 téraélectronvolt, donc c'est 1000 GeV. Donc il y a une masse comprise grosso modo entre 100 et 1000 GeV. D'où le LHC était tuné en énergie pour scanner vraiment ces plages-là et trouver le Higgs, on l'espère, parce que vraiment c'est le rêve de tous les physiciens. Ils n'en dorment plus. C'est donc la première priorité des expériences au LHC, c'est chercher le Higgs, le boson de Higgs. Parce que si on le trouve,
c'est qu'on aura validé le mécanisme de Higgs. C'est qu'on aura validé un mécanisme qui génère les masses des particules. C'est toujours une question, est-ce que le mécanisme de Higgs-Brotengler est le bon mécanisme pour générer les masses des particules? Ça permettrait aussi, donc, ce point de validation important. Et donc, s'il existe, il sera certainement, comme je vous l'ai expliqué, le LHC a été tuné en énergie pour le chercher. Et donc, s'il existe, il sera produit et il sera observé. Et s'il n'existe pas? Eh bien, s'il n'existe pas, il y a des arguments théoriques qui nous disent que soit il existe, soit il y a de la physique qui est au-delà du modèle standard. Et ça, c'est déjà prévu par tous les modèles théoriques. Ou c'est le Higgs, ou c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui va faire avancer la théorie. On aura alors droit à la validation d'un modèle théorique qu'on appelle au-delà du modèle standard. Donc, en fait, il y a beaucoup de physiciens qui trouvent ça beaucoup plus intéressant que de trouver le Higgs. Alors, il y a d'autres questions qui restent sans réponse à l'heure actuelle, ne serait-ce qu'en physique des particules. C'est pourquoi y a-t-il 3 générations, ce fameux nombre 3? Une génération pour faire le monde qui nous entoure et 2 autres, particules plus lourdes, qui ont été mises en évidence. N'y aurait-il pas par hasard une 4e génération? Elle serait donc plus lourde. Il faudrait donc plus d'énergie pour mettre en évidence cette 4e génération. On pourrait le faire au LHC. Les expériences ont déjà commencé d'ailleurs. On a déjà un petit peu scanné pour ce qui est du niveau de la 4e génération. Y a-t-il un lien entre les quarks et les leptons? Je ne sais pas. Il y a des théories qui parlent, par exemple, de l'existence donc possible de leptoquarks, de particules un peu spéciales qu'on appellerait des leptoquarks. Y a-t-il un lien entre les fermions, c'est les particules de matière, et les bosons, les particules de force? Je ne sais pas. Alors donc ça, c'est déjà beaucoup de questions qu'on se pose et auxquelles le LHC devra apporter des éléments de réponse. Mais c'est pas tout. Le LHC va pouvoir aussi répondre à des questions un peu plus généralement posées dans le cadre de l'astronomie ou de la cosmologie. La physique des particules, maintenant, a beaucoup de connexions avec ces domaines scientifiques. Alors parlons de ces fameuses connexions cosmiques. D'autres questions, et pour cela on se tourne vers l'infiniment grand, vers le cosmos. Le LHT va donc pouvoir aussi apporter des éléments de réponse à des questions du genre: quelles sont les lois de la physique qui prévalaient au tout début de l'univers? Quelles particules, quelles forces existaient à ce moment-là? Pourquoi notre univers est un univers de matière? Quelle est la nature de la matière noire? Et la force de gravitation, on n'en parle pas dans les modèles actuels de la physique des particules. Ne pourrait-on pas en parler aussi au niveau des particules? Est-ce que l'équivalent du photon, gluon, boson massif WZ existe pour la gravitation? Autrement dit, est-ce que les gravitons existent? Alors, quelques détails sur chacun des petits points. D'abord, la connaissance des débuts de l'univers. Vous savez que notre univers serait né d'une immense explosion qu'on appelle le Big Bang. Et notre univers aurait donc actuellement, vous avez ici une échelle des temps, pas linéaire, on serait environ notre univers aurait de l'ordre de 13 milliards d'années. Vous avez ensuite une échelle des températures, donc là, c'est un peu froid dans l'univers, 2,7 en Kelvin. Et au fur et à mesure qu'on remonte vers le Big Bang, les températures sont de plus en plus élevées. Au Big Bang, de vers très très chaud. Mais en équivalence, la dernière ligne vous donne une échelle d'énergie. Et en fait, remonter en température, c'est aussi remonter en énergie, puisque E égale kT. L'énergie, c'est à une constante près, la constante de Boltzmann, la température. La physique des particules utilise beaucoup E égale 1 sur lambda. Plus on a des énergies importantes, plus le lambda, la longueur associée, est petite. Donc c'est pour ça qu'on va scruter des détails. 10-1, on est actuellement au 10-10 mètres, correspondant à une énergie de l'ordre de 100 GeV. Alors, ma petite parenthèse énergie aurait dû venir un peu plus tôt. Juste pour vous rappeler, les échelles en énergie, l'électron-volt, c'est une énergie cinétique acquise par un proton, qui a une charge plus E, lorsqu'il parcourt une différence de potentiel de 1 volt. Ça, c'est la définition. Alors, pour vous donner maintenant des ordres de grandeur, les rayons X... Première radiographie. Ça, c'est des énergies de l'ordre du kiloélectronvolt, keV, voire des dizaines de keV. La physique nucléaire, donc émission des particules alpha, bêta, gamma, ont des énergies cinétiques de l'ordre du mégaélectronvolt.
La physique des particules est un ordre de grandeur au-dessus. Elle est à l'énergie du giga-électronvolt ou GeV. Et le LHC, lui, sera au téra-électronvolt, 1000 GeV, téra-électronvolt. Donc ainsi, remonter dans le temps, c'est remonter en énergie. Et donc notre LHC, c'est environ ici. Donc on va aller remonter dans le temps et voir ce qui se passait à 10-10 secondes après le Big Bang. Soit donc des énergies en fait de 100 GeV. Donc la température c'est très chaud, 10 exposant 15 K, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que pourra nous donner aussi le LHC? Il va pouvoir peut-être apporter des éléments de réponse à la question pourquoi un univers de matière? Au Big Bang, lors de l'explosion initiale, on a créé autant de matière que d'antimatière. Or, tout le monde sait que notre univers, c'est des électrons, des protons. C'est pas des anti-électrons, c'est pas des antiprotons. On a un univers qu'on a qualifié de matière. Pourquoi? Puisqu'au départ, c'était 50-50. Quel est le mécanisme par lequel on a une petite préférence pour la matière par rapport à l'antimatière? C'est pas vraiment répondre à ça. On sait juste qu'à un certain moment, juste après le Big Bang, une des antiparticules, un des antiquarks, a dû se transformer, on ne sait pas trop comment, en quark. Pour faire une petite équivalence, vous voyez, une petite boule bleue pour symboliser la matière, la boule rouge pour l'antimatière, une petite boule bleue est apparue là, rouge devient bleu. Pourquoi? C'est pas trop l'expliquer. Mais quand les petites boules rouges ont rencontré l'antimatière est rouge ici, a rencontré la matière bleue, il y a eu annihilation. Donc tout ça a disparu, ça a donné des annihilations en photons, puis des reconversions, etc., et puis des re-annihilations. Et bref, il nous est resté en fait ceci. Cette particule-là n'a pas pu aller s'annihiler puisque le nombre ici était juste un tout petit peu plus élevé en matière qu'en antimatière. Donc ça a donné tout l'univers qui nous entoure. Après plus de, je dirais, une cinquantaine d'années de recherche en physique des particules, on a bien des soupçons sur le genre de particules qui n'ont pas le même comportement que leurs antiparticules. Et donc on va essayer d'étudier un petit peu le comportement de ces particules et antiparticules, parce que normalement elles doivent avoir exactement même masse et même temps de vie, et il y a des petites différences très fines pour certains types de particules qu'on appelle des maisons étranges et de beauté. Et donc le LHC, comme il va produire autant de matière que d'antimatière, mais on va essayer d'aller voir un petit peu en détail si le comportement de ces particules et antiparticules est exactement le même. D'ailleurs, il y a une expérience au LHC, il y en a 4, et il y a vraiment dans les 4 2 généralistes et 2 spécialisés, et une des 2 spécialisées va justement étudier ce comportement du quark de beauté B en matière et en antimatière. Certainement un domaine que vous connaissez mieux que moi, la matière noire. Noire parce qu'elle n'émet pas de rayonnement électromagnétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en évidence qu'il y avait une masse qu'on ne voyait pas, qui n'était pas lumineuse, la masse déduite des vitesses de rotation des étoiles dans certaines galaxies. Les vitesses mesurées ne correspondent pas à la vitesse prédite par la loi de Kepler. Donc c'est qu'il y a plus de masse qu'imaginée dans cette galaxie, et une masse qu'on ne voit pas, donc matière noire. Alors dans notre jargon, on se dit qu'il y a, la matière noire, des particules qu'on ne connaît pas, mais qu'on a baptisées des WIMPs. Des WIMPs, c'est pour Weakly Interacting Massive Particles. Donc ce sont des particules massives, forcément, qui font de la masse, pour les effets de gravitation. Weakly interacting, on les a jamais vues, c'est qu'elles interagissent très très faiblement avec la matière, sinon on les aurait vues par leur interaction qu'elles pourraient faire. Quelle est la nature exacte des WIMPs? On ne sait pas. On n'a pas d'idée, on ne peut pas identifier à des particules déjà mises en évidence les fameuses WIMPs. Alors la physique des particules sur le plan théorique, puisque les questions étaient posées, la physique des particules et les théoriciens ont vraiment bouloté et nous ont concocté des modèles extraordinaires en complexité. Difficile à comprendre les modèles actuels, parce qu'ils ont été très ambitieux, les modèles. Vous vous souvenez qu'on a unifié la force faible et la force électromagnétique pour faire l'électrofaible. Alors on s'est dit on va ajouter la force forte. Non. On va carrément ajouter aussi la gravitation dans les théories maintenant. Ce qu'on cherche, c'est une théorie qui décrit dans le même cadre, mathématiques sophistiquées, les 4 forces.
Et donc, on attend une unification à une énergie, mais à une énergie très élevée, 10 exposant 19 gigaélectronvolts. Donc, les modèles actuels sont des modèles qui essaient d'unifier les 4 forces existantes dans l'univers. Parmi les modèles, je vous en ai sélectionné 2 qui seront un petit peu étudiés au LHC. D'une part, le modèle dit de supersymétrie. C'est un modèle, je vous donne un slide supplémentaire après, qui prédit qu'à côté de toutes les particules de matière mises en évidence actuellement et de force, toutes les particules mises en évidence à l'heure actuelle ont un cousin supersymétrique. Et ces particules, ici j'aime bien ce petit slide, parce que ces particules auraient une masse un peu plus importante. Ces particules supersymétriques, le cousin supersymétrique sera automatiquement beaucoup plus lourd que la particule standard correspondante. Alors, une théorie aussi qui est pas mal dans le genre, ce sont des théories basées sur les extradimensions spatiales. Je vous donne 2 mots d'explication, pas plus. Alors, pour ce qui est de la supersymétrie, donc comme je vous le disais, à côté de toutes les particules standards dont j'ai parlé, les leptons, les quarks, les particules de force, photons, gluons, etc., y compris le Higgs, vous avez des partenaires supersymétriques. Alors, j'aime bien ce petit modèle, parce qu'il fait le lien entre les bosons et les fermions. En fait, la théorie dit que ces particules-ci, si vous vous souvenez, les particules de matière, je dis que c'était des fermions, eh bien, leur équivalent en supersymétrie, ce sont des bosons. Et le contraire, pour les bosons, les équivalents supersymétriques sont des fermions. Ce qui ferait le fameux lien qu'on attendait entre bosons et fermions. Si elles ont existé, si la théorie est exacte, elles ont dû exister au tout début du Big Bang. Et on ne les a pas encore mises en évidence parce qu'elles sont plus massives que les particules correspondantes du modèle standard. Alors, il y a un petit inconvénient au modèle, c'est que le nombre de briques élémentaires, j'avais fait le compte tout à l'heure, 60 plus le boson de Higgs, au moins 61, ben, ça double le nombre de briques élémentaires. Donc, il y a sans doute encore quelque chose en dessous de tout ça. Mais encore un autre avantage de la supersymétrie, dans certains modèles, c'est beaucoup de modèles basés sur la supersymétrie, mais un des modèles prévoit qu'une particule la plus légère des fusils sera électriquement neutre, et donc elle pourrait constituer un bon candidat à la matière noire. 2 mots, pas plus, sur l'autre alternative théorique basée sur les extradimensions spatiales. Et ça, c'est dans un cadre mathématique, c'est plus la théorie de jauge, c'est bien plus compliqué. C'est la théorie des cordes, string theory en anglais. Alors, dans ce cadre mathématique de la théorie des cordes, il n'y a plus vraiment de briques élémentaires, comme j'en ai parlé jusqu'à présent. Les particules sont en fait des cordes, des strings. Et elles ont des dimensions, ces cordes, mais alors infiniment petites. On n'est plus dans l'atomonde, on est vraiment très en dessous, 10-33 cm. Vraiment des cordes toutes petites, enlacées comme ça, un peu comme un lasso. Et ces cordes vibrent. Elles vibreraient dans un univers en plus qui aurait plus que 3 dimensions spatiales. Certains modèles disent 9 ou plus. Donc, il y aurait 3 dimensions spatiales à notre univers, plus n petites dimensions extra-dimensions. Toutes petites, évidemment, invisibles à l'échelle humaine, à notre échelle. Et donc, si tout à la base est petite corde, en fait, les particules de matière et de force correspondraient à un mode de vibration différent de cette corde. Un peu comme les ondes sonores fondamentales et harmoniques là qu'on peut tirer des cordes tendues d'un violon. Mais, bon, je ne connais absolument pas la théorie, mais il y a quand même des résultats, enfin des prédictions un peu extraordinaires, je dirais, de la théorie des cordes. Parce qu'un des modes de vibration possibles des cordes serait le graviton. Alors, la fameuse particule qui serait échangée dans les forces gravitationnelles. Et en plus, bon alors là, je suis moi-même sciée, la théorie des cordes pourrait prédire la supersymétrie. Alors, si ça s'avère exact, ce serait une révolution. Enfin, si c'est un modèle qui unifie, il y a toutes les forces là-dedans, on unifie la gravité aux 3 autres forces bien connues de la physique des particules, alors donc la théorie des cordes, si
des petits indices qu'on est sur la bonne voie. Ça pourra vraiment être la révolution pour ce qui est de la physique du XXIe siècle. Et une des conséquences aussi, c'est qu'on pourrait, dans certains modèles, ramener la gravité. La gravité, je vous en ai parlé tout à l'heure, du point de vue de son intensité, c'était tout petit. On n'en tenait pas compte jusqu'à présent en physique des particules. Mais certains modèles nous disent qu'il y a moyen de ramener l'échelle de la gravitation à l'énergie du LHC, soit le téraélectronvolt. Et dans un certain cadre donc de la gravité au TeV avec les dimensions supplémentaires, on pourrait éventuellement avoir des effets gravitationnels et notamment produire des micro-trous noirs. Ça, ce sont des spéculations théoriques très surprenantes, même pour moi. Donc des micro-trous noirs, hein, pas les grands, les tout petits, des micro-trous noirs pourraient être produits au LHC. Et ça, de toute façon, on ne saura pas les louper parce que ça nous donnera une signature extraordinaire dans le détecteur. Il y aura des particules un peu partout. Alors en fait, ici, si un black hole, un micro-trou noir est produit, en fait, ça va nous dégager beaucoup de particules dans le détecteur, et ce, y compris des gravitons. Alors dans ces théories-là, les gravitons sont les seules particules qui pourraient partir dans les fameuses dimensions supplémentaires. Et on est déjà sur un papier. Donc à CMS, avec les données accumulées en 2010, on a déjà presque un papier où on a regardé déjà les microscopic black hole signatures dans la collaboration CMS dont je vais parler. C'est encore sous forme de draft, mais vous voyez qu'on est déjà à la recherche de ça. On n'en a pas encore vu de signature extra vraiment claire. Alors donc maintenant, je ne sais pas encore vous dire quel est le nouveau modèle théorique qui va sortir du LHC, des expériences du LHC. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les théoriciens, ils attendent les résultats du LHC pour pouvoir progresser dans leurs calculs. Ben moi, personnellement, je serais quand même soulagée si jamais il y a de nouvelles idées qui apparaissaient, de nouveaux modèles théoriques, parce que moi, la théorie des cordes, j'y comprends rien. Et ce que je préférerais, c'est qu'on trouve des résultats totalement inattendus au LHC. Et pourquoi pas simplifier les théories, ça me plairait bien. Alors justement, je vais vous parler maintenant de mon côté plus hardware, c'est-à-dire vous décrire un peu l'accélérateur et ses expériences, ses détecteurs. Alors le LHC, c'est donc un des plus grands instruments scientifiques jamais construits par l'homme. Et il est donc situé à la frontière franco-suisse, près de Genève. Alors c'est au CERN qu'est le LHC. Le CERN, c'est donc le Centre européen de recherche nucléaire. Pour vous donner une idée des dimensions, donc là vous avez quelque part le lac de Genève. La ville est quelque part ici. Et le CERN, proprement dit, est ici. Encore, c'est pas tout. Il y a une partie sur Suisse, c'est celle-là. Et on a aussi une partie sur France, CERN 2, comme on l'appelle dans le jargon. Donc, c'est deux petites villes qui sont constituées uniquement de bureaux et de laboratoires. C'est pas mal. Alors, sont symbolisées ici les positions des différents accélérateurs du CERN. Bon, le plus grand qui saute aux yeux, c'est bien sûr le LHC. Sa circonférence est de 27 km. Et on a les précédents, le SPS, environ 7 km de diamètre, et les plus petits qui sont vraiment localisés sur le site du CERN, mais qui tournent toujours comme je vais vous en parler. Donc, le plus grand accélérateur au monde, et qui est donc en opération depuis mars de cette année, c'est le LHC. Alors, je vais essayer maintenant de vous expliquer ce que veut dire L, H et puis C. L, c'est pour large. Je vous l'ai prouvé. Il est grand, 27 km de circonférence. Alors, vous ne le voyez pas directement parce qu'en fait, il est souterrain. Il est environ à 100 mètres sous terre, en moyenne. Alors, H, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire le H? C'est pour hadron. Hadron, pourquoi? Parce qu'il accélère des protons. Or, je vous ai montré que les protons sont des hadrons, et il y a même beaucoup de cousins hadrons aux protons. Alors, dans le LHC, on va donc accélérer deux faisceaux de protons, et puis les amener en collision. J'en parle tout de suite après. Alors, l'accélération d'abord. Bon, pour avoir des protons, comment on fait en pratique? On prend une bouteille d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un électron qui tourne autour d'un proton. Il suffit d'enlever l'électron, vous vous retrouvez avec un proton. Première étape dans l'accélération, c'est un accélérateur linéaire, donc en ligne, comme ici. Un beau grand champ électrique pour bien booster notre proton. L'accélérateur linéaire fait déjà 36 mètres de long. Et dans la chaîne d'accélération des protons, il se trouve ici,
c'est ce qu'on appelle le LINAC 2. Donc là, les protons sont à 0 énergie cinétique et hop, gros boost pour arriver à une vitesse de l'ordre de déjà 30% de la vitesse de la lumière. Après, je parlerai en énergie. Du LINAC, ils vont dans une espèce de booster qui commence à faire des paquets de protons, parce que le but du jeu, c'est pas un proton, c'est beaucoup de protons, c'est faire des paquets de l'ordre de 10 exposant 11 protons. Donc il y a le booster pour les accumuler, leur donner un petit boost en énergie après le LINAC. Ensuite, vous les passez au premier accélérateur qui s'appelle le PS. Rien à voir avec ce que vous pensez, c'est pour protons-synchrotron. C'est un premier accélérateur de protons et il va nous amener les protons à une énergie de 26 gigaélectronvolts. Soit, si la correspondance en vitesse, 87% de la vitesse de la lumière. Du PS, on va passer dans le SPS pour super proton-synchrotron. Et là, ils seront amenés à une énergie de 450 GeV. Et enfin, quand ils auront leur énergie maximale atteinte au SPS de 450 GeV, on va passer dans le LHC. Et là, ils seront amenés au téraélectronvolts. Et quand ils voyagent au LHC, ils ont une vitesse de l'ordre de... Bon, enfin, c'est impossible de dire tout ça. Tous ces chiffres-là, bon, presque C. Ce ne sera jamais C, la vitesse de la lumière de 3,18 mètres par seconde, mais c'est presque C. Hein. En fait, le LHC, au départ, ça coûte pas cher. Alors, la bouteille d'hydrogène, pas cher, d'autant qu'on n'en consomme que 2 nanogrammes par jour. À ce niveau-là, on y est, mais au niveau des accélérateurs, ça, c'est autre chose. Ça coûte un peu plus cher. Alors, nous avons donc ainsi 2 faisceaux de protons à maintenir, à faire tourner dans l'accélérateur. Et ils tournent dans quoi? Ils tournent dans des tubes à vide. Alors les 2 tubes à vide sont ici, pour vous donner une idée des dimensions. Donc on a un faisceau de protons qui tourne dans un sens et dans l'autre tube dans l'autre sens. Tube à vide, ça veut dire qu'on fait le vide, et on fait un vide très poussé, de l'ordre de 10-13 de l'atmosphère. C'est 10 fois plus faible que le vide qu'on peut trouver sur la Lune. Alors ces 2 faisceaux de protons, il faut les guider. Comme je vous ai montré, l'accélérateur est circulaire, donc on doit les guider sur des orbites circulaires. Pour guider des particules chargées, il faut utiliser des champs magnétiques. Pour avoir des champs magnétiques, on prend des aimants. Et on prend ici des aimants de type supraconducteur. Pour être supraconducteur, il faut les refroidir. Et on les refroidit à une température de moins 271 degrés. On est quasi à la température zéro. Pourquoi? Parce qu'il faut produire des champs électriques très intenses. Puisque les particules sont très énergétiques, on a des champs électriques de 8 Tesla environ qui sont produits par ces aimants supraconducteurs. Donc refroidis par étapes. Hein. Il y a l'azote, et puis il y a l'hélium liquide, et puis le superfluide d'hélium. Et donc, on arrive ainsi à 1,8 Kelvin, moins 271. Donc, au CERN, vous trouvez la station cryogénique la plus performante jamais construite. Ça utilise environ 100 tonnes d'hélium liquide, le LHC. Et donc, il y a des milliers d'aimants pour guider les protons dans le LHC. Ils ont été, pour les dipôles, construits au CERN. Et c'était fort impressionnant à l'époque de la construction des dipôles au CERN, parce qu'il y en avait partout. Une fois qu'ils étaient construits, il fallait les stocker dans les différents sites du CERN qui sont autour du SPS. Et il y en avait vraiment en ligne, on en voyait partout. Ensuite, ils ont été descendus dans le tunnel. Alors, ils ont été... associés, hein, connectés les uns aux autres. Et là, il a fallu être très vigilant dans les micro-soudures, les connexions entre aimants. Elles avaient normalement été super bien vérifiées. Je vous en parle tout de suite après. Alors, le LHC, c'est aussi, je dirais, le circuit le plus rapide de la planète. Comme je vous l'ai dit, ce sont des paquets de protons qui voyagent quasi à la vitesse de la lumière. Si vous voulez un chiffre, comme ils sont accélérés à cette vitesse-là en pourcent de C, vous divisez le 27 km par cette vitesse et vous avez une fréquence de l'ordre de 11 000 fois le tour de l'anneau des 27 km par seconde. Pour comparaison, si on faisait le tour en mobilette, admettons à 27 km par heure, ça nous prendrait, nous, 1 heure. Alors les faisceaux de protons de 10 exposant 11 protons sont de l'ordre de quelques centimètres de long sur 1 millimètre de large et très, réduit en dimension, surtout ces sections transverses, au niveau du point d'interaction quand on les fait entrer en collision, ils n'ont plus qu'environ 16 microns
au point d'interaction en section transverse. Alors le LHC, c'est un accélérateur, qui est 2 fois plus fort en champ magnétique, les 8 Tesla, que les précédents accélérateurs. 7 fois en énergie, ce qu'on trouve aux accélérateurs précédents, mais en énergie stockée, c'est énorme. C'est 200 fois ce qu'on trouve aux autres. Alors pour anecdote, accélérer les faisceaux de protons au LHC, c'est avoir une quantité d'énergie cinétique correspondant à envoyer un TGV à 150 km/h. Donc, entre guillemets, pour arrêter ça, s'il y a un problème ou parce qu'on a décidé que c'était la fin de l'expérience, pour arrêter les faisceaux, on utilise ce qu'on appelle dans le jargon des beam dump, des absorbeurs pour stopper le faisceau. Alors, ces beam absorbeurs, ils sont constitués d'un cylindre de carbone de 7 mètres de long, 70 cm de diamètre, tout ça contenu dans un cylindre d'acier, refroidi, parce que quand ça tombe là-dessus, il faut refroidir à l'eau. Et tout ça est bien sûr très protégé, parce que ça doit nous donner des grands taux de radiation. On a une protection de 750 tonnes de béton et de fer. Voici une photo du cylindre en question. Les 70 cm de diamètre sont là, et le circuit de refroidissement. Alors, tant que je suis dans les anecdotes, vous avez peut-être vu le film Ange et Démon, qui, au début du film, donne quelques aperçus du CERN. Alors, les vrais et faux. Le CERN existe près de Genève, ben oui. C'est une organisation internationale, oui. C'est un laboratoire top secret, certainement pas. Parce que tout ce qu'on publie tout ce qu'on obtient comme résultat au CERN, on le publie, et c'est automatiquement dans le domaine public. On ne peut pas poser de brevet. Le LHC doit aider à la compréhension de l'univers, bien oui. Il fabrique de l'antimatière, oui. Par contre, il la stocke pas, comme on montre dans le film. On ne sait pas stocker, parce qu'il faudrait prendre l'accélérateur avec nous. C'est pas possible. Les salles de contrôle sont en souterrain, près de l'accélérateur. Non, je vais vous montrer tout de suite, elles sont en surface. On fait de la recherche sur des sources d'énergie alternatives. Non, c'est vraiment pas le but du CERN, c'est vraiment de la recherche fondamentale. On est à la pointe de la technologie, ça, c'est sûr. Alors, par exemple, c'est dans les années de l'accélérateur précédent qu'on a inventé, pour pouvoir échanger des informations très rapidement, le WWW, le World Wide Web. Son inventeur était un informaticien du CERN. Et directement, c'est retombé dans le domaine public. Tout le monde, maintenant, peut utiliser le web. Les salles de contrôle, elles sont bien en surface. Ça, c'est la salle de contrôle des accélérateurs uniquement. Donc, du LHC dans un coin, à mon avis, c'est celui-là, c'est là où il y a le plus de monde, le PS, le SPS et les autres annexes d'accélération. Alors, je dois encore vous parler de C. Pour LHC, c'est pour Collider. Au LHC, ça va cogner. Donc, on envoie 2 faisceaux de protons l'un contre l'autre, et chacun des faisceaux a donc une énergie de l'ordre du téraélectronvolt. Et pourquoi on fait autant d'énergie cinétique? C'est pour utiliser E égale mc carré et produire, si on a beaucoup d'énergie au départ, des particules massives, genre boson de Higgs. Donc, les énergies des collisions, c'est déjà fameux. C'est 7 TeV sur 7 TeV en nominal, soit 14 TeV dans le centre de masse des protons-protons. Mais il y a un autre paramètre du LHC qui est aussi surprenante, c'est que le temps entre 2 croisements de faisceaux est de 25 nanosecondes. C'est beaucoup plus court qu'à l'accélérateur précédent du CERN, les temps de croisement étaient alors de 25 microsecondes. Mais pourquoi, me direz-vous, faire autant d'interactions à telle énergie? Parce que n'oubliez pas qu'on a des paquets de protons contre paquets de protons. Et c'est déjà pas évident qu'un proton d'un paquet rencontre un proton de l'autre paquet. Donc il faut, dans le paquet, un proton rencontre un autre proton. C'est pas fini. Il faut aller à l'intérieur du proton, comme j'ai montré. Pour avoir une collision vraiment intéressante, il faut une petite partie du proton rencontre l'autre petite partie, soit un quark avec un autre quark, soit un gluon avec un autre gluon. À partir de ce moment-là, si ça marche, si on a une collision parton-parton, on pourra avoir des collisions intéressantes pour la physique. Et dans les collisions intéressantes pour la physique, on n'a pas encore produit le Higgs, on le produira très rarement. Et une particule SUSY aussi. Si vous voulez une comparaison, tout se passe comme si on envoyait une coccinelle sur une coccinelle, pouf, et à partir des débris, il faut reconstituer une Mercedes. C'est très peu probable. Donc, le nombre de collisions qui va donc ressortir de ce genre de nécessité au LHC pour voir le Higgs fait que
on produira en moyenne 600 millions de collisions de protons par seconde. Et dans une collision proton-proton, on va environ générer 100 nouvelles particules. Donc ça nous fait environ 1000 particules créées par croisement de faisceaux. Alors là, c'est un vrai challenge pour les détecteurs qui doivent regarder les particules produites qui sortent des collisions. Donc, par exemple, ici, une simulation au CMS. Voilà, c'est un événement intéressant pour la physique. Chaque petit point est un signal électrique dans le détecteur. Et de tous ces signaux-là, il faut extraire la physique intéressante. La physique intéressante était, c'est une simulation, la production d'un boson de Higgs. Le boson de Higgs était produit. Il a un temps de vie très court, il se désintègre tout de suite. Et en l'occurrence, il s'est désintégré en 2 muons et 2 électrons. Un muon, un autre muon et 2 électrons qui sont ici. Donc, nos détecteurs vont avoir vraiment beaucoup de mal pour regarder un peu ce qui se passe dans les produits des collisions. Il y a donc beaucoup de choses, beaucoup de signaux électriques à détecter, parce qu'il y a beaucoup de particules produites. Donc la granularité dans la conception des détecteurs a été telle qu'on a été obligé non pas de faire des grands détecteurs, mais des immenses détecteurs. Les 2 détecteurs généralistes des expériences au LHC sont Atlas, ici à gauche, et CMS à droite. Ce sont les plus grands et les plus complexes détecteurs jamais construits. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est pour étudier les plus petites choses qui existent au monde, et avec une incroyable précision. Quel paradoxe. Voici la taille de Atlas comparée au building de physique du CERN, ici à 5 étages. Voici donc une coupe transversale dans Atlas, et CMS est un peu plus petit. Je vais vous donner des dimensions tout de suite. Alors je vais vous parler de CMS par rapport à Atlas, puisque c'est dans CMS que les physiciens belges sont impliqués. Et il y a 6 universités, Anvers, les 2 Bruxelles, Louvain, Gand et Mons. CMS est donc un détecteur de 21 mètres de long, 15 mètres de haut. Et alors CMS c'est pour compact, parce que justement tous les éléments sont les uns à la suite des autres, comme une poupée russe, comme ça. On a mis l'accent sur la détection des muons, d'où le M, et on a une bobine supraconductrice solénoïdale, S pour solénoïde. Donc les détecteurs ont des formes géométriques genre cylindre, avec une partie vraiment tonneau, comme ça cylindrique, fermée par 2 bouchons. Voici un schéma de la partie cylindrique et les 2 bouchons de part et d'autre pour fermer le détecteur. Donc le détecteur est centré sur le point de collision proton-proton. Voici une coupe transversale pour montrer qu'on a mis l'accent sur la détection des muons. Les muons sont des particules qui peuvent traverser tout le détecteur. Donc elles vont laisser une trace vraiment du début jusque le détecteur externe. Alors voici une photo de CMS en cours de construction dans un hall en surface au CERN. Alors pour vous donner aussi d'autres chiffres, le poids c'est 12 000 tonnes. Donc 15 BGD, et le champ magnétique généré par la bobine sera de 4 Tesla. Alors, les câbles qu'on a y a mis, on peut donner un petit peu la sophistication. Rien que pour la partie centrale, pas les bouchons, 250 km de câbles, 50 000 heures de travail. Il y a de l'acier, l'acier peint en rouge ici. Il y a 10 000 tonnes d'acier dans CMS, c'est plus que la Tour Eiffel, 7 000 tonnes. Alors voyons un petit peu comment se passerait le passage d'un muon dans CMS. Comme je vous l'ai dit, les muons sont des particules qui vont traverser et donner des signaux dans toutes les parties du détecteur. Si vous voulez une comparaison avec, par exemple, un proton, un hadron chargé, il va s'arrêter dans la partie jaune, et un électron va s'arrêter dans ce qu'on appelle le calorimètre électromagnétique, la partie verte. Alors je vais vous montrer maintenant des photos de chacune des parties. Oups, pardon. Alors, il faut savoir que CMS a été donc assemblé en surface, et puis évidemment, on a dû le descendre dans la caverne. La caverne elle-même, là où on a descendu CMS, pendant qu'on montait en surface, on faisait la caverne. La caverne où on a descendu CMS, 53 mètres de long, 27 mètres de large, 24 mètres de haut. C'est plus que pour y placer une cathédrale. Plus de 6 ans de travail. Alors voici le grand puits par lequel
on a descendu les gros éléments de CMS. On a assemblé des gros éléments et puis on les a descendus. On a assemblé de façon globale, testé avant de descendre quand même. Et puis on a redécoupé en gros morceaux et puis on a descendu. Donc l'assemblage s'est fait en surface. Et puis donc les gros morceaux assemblés sont descendus par le grand puits, sont arrivés donc dans la caverne. Voici un des bouchons qui est descendu. Donc vous voyez les dimensions rien que du bouchon. Dans la caverne aménagée, on a, si on veut, des étages comme ça, et il y a 5 étages. Alors des photos des différentes parties, en commençant par le cœur. Le cœur, c'est ce qui trace les particules au départ, les particules chargées. Il y a dans le détecteur central, comme ça, 66 millions de canaux à détecteur de pixels de silicium et 9 millions de pistes à silicium. Donc vous comprenez que chaque piste est lue par une électronique de lecture. Vous voyez le topo, il faut lire très rapidement, 25 nanosecondes entre 2 croisements de faisceaux. C'est là que la contribution de la Belgique est sur la partie piste de silicium. Après, vous trouvez un détecteur qui est spécialisé pour la détection des électrons et des photons. C'est ce qu'on appelle le calorimètre électromagnétique. Et pour l'anecdote, il est constitué de cristaux de verre au plomb. Donc il y a du plomb là-dedans. Il y a 80% de plomb. Et pourtant, vous voyez que le cristal est totalement transparent. Parce qu'on doit récolter la lumière de scintillation provoquée par les électrons et les photons. Donc on doit à la fois avoir du plomb pour les arrêter, et d'un autre côté, la lumière de scintillation qui vient des interactions doit être aussi lue. Donc il faut que ça reste transparent pour que la lumière aille vers le lecteur de lumière. Le calorimètre hadronique, donc qui mesure les énergies des hadrons, il faut aussi les arrêter, les hadrons. Pour ça, on est obligé d'utiliser un matériau lourd comme du laiton ici, en sandwich avec des scintillateurs plastiques qui sont les éléments détecteurs proprement dit. Mais une petite anecdote, pour les bouchons, vous voyez le laiton utilisé dans la partie bouchon des calorimètres hadroniques. Eh bien, ce laiton provient en fait de récupération d'obus de guerre russes. Et donc ça a été recoulé, refondu pour former le laiton. La bobine supraconductrice, comme je vous le disais, c'est le plus grand aimant supraconducteur au monde. Je crois qu'on est dans le Guinness Book des records. Et donc là aussi, on a un aimant supraconducteur, donc refroidi à moins 271 degrés, pour faire circuler un courant de l'ordre de 20 000 ampères et générer un champ magnétique très fort. 4 Tesla, c'est 100 000 fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Voici pour vous donner une idée des dimensions de la bobine. Et enfin, le détecteur externe, donc le détecteur de muons. Si on devait le mettre à plat, tous les éléments de détection, on couvrirait ainsi un stade de football. Alors ça ne se fait pas, vous voyez, le gigantisme, c'est pas possible de faire ça avec un labo. Il y a beaucoup de labos qui participent à l'expérience CMS, en fait des labos de 38 pays, ça fait 155 labos. Ça nous fait environ, parce qu'on ne se compte pas tous les jours, plus de 2000 physiciens et ingénieurs et 500 étudiants. Alors ça, c'est notre bureau, entre guillemets, notre bâtiment. Et ça vous donne une idée, on a essayé de faire une photo de groupe, je ne suis même pas dessus. Mais par contre, je peux vous donner la situation de mon bureau quand j'y vais, n'est-ce pas? Et là, c'est Thierry. Le bureau est bien là-bas, au 4e étage, c'est un building de 5 étages. En fait, tout ça est managé aussi, petite anecdote, de façon impeccable, très, très efficace. D'ailleurs, on prend le CERN et les grosses expériences, le management des expériences comme modèle. Exemple Business Week ici. On vient nous prendre pour modèle. Ah oui, une des conséquences aussi. On a eu le web dans le temps. Maintenant, on est sur une nouvelle innovation technologique au niveau informatique qui s'appelle la grille de calcul, ou le grid en anglais. Parce qu'au LHC, forcément, on va lire l'électronique des détecteurs. Il va y avoir des données dans tout ça, qu'on va sélectionner aussi, on ne prendra pas tout, il faudra sélectionner, on ne peut pas tout stocker. Mais n'empêche qu'on stockera quand même environ 16 millions de gigabytes de données par année. Si vous voulez mettre ça sur CD-ROM, ça vous fera une pile haute de, je ne connais jamais le chiffre par cœur, tellement c'est haut. C'est plus haut que là où vole le Concorde, où vous volez le Concorde 20 km de haut. Donc, on a décidé aussi, parce que ces données-là, il faut les traiter, il faut faire des calculs à partir des données, on a décidé aussi de mettre en commun toutes les ressources informatiques. Et donc, on a institué un réseau distribué de ressources de calcul.
Donc c'est une grille qui connecte environ 100 000 processeurs dans 34 pays différents, avec des taux de transfert de données qui sont favorables et donc très très rapides. Vous avez 2 centres comme ça, GRID, en Belgique. Alors pour ce qui est des premiers résultats, parce que ça marche, les détecteurs sont bien lus, les données sont acquises, et on utilise déjà la grille de calcul pour faire les premières analyses. Petite histoire du LHC pour les premières données. Il a démarré le 10 septembre 2008, avec beaucoup de monde dans la salle de contrôle, bien sûr, beaucoup de journalistes, bien médiatisé le démarrage. Et donc là, au 10 septembre 2008, ce qu'on a fait, c'est juste faire circuler un faisceau de protons dans un sens et un faisceau de protons dans l'autre sens, pour montrer que les protons circulaient bien dans le LHC. Il n'y a pas eu de collision à ce niveau-là. Il y a juste quand même des simulacres de collision en envoyant des faisceaux sur ce qu'on appelle un des 2 faisceaux sur un collimateur. Alors ça a provoqué des réactions qui ont été vues dans les détecteurs. Je ne sais pas si vous avez regardé Google ce jour-là, mais Google s'était mis à l'ère du LHC dans son logo ce jour-là. Hélas, quelques jours plus tard, 19 septembre, il y a eu un incident au LHC. Cet incident vient d'une interconnexion justement entre 2 aimants supraconducteurs. Il y a un petit couac, il y a une petite partie du LHC qui n'est donc plus supraconductrice, donc ça chauffe. Parce que la supraconductivité, ça permet de faire circuler des courants sans effet Joule. Et là, l'effet Joule s'est manifesté. Donc, surchauffe. Donc, l'hélium a provoqué ainsi une expansion de volume et ça a provoqué en fait une explosion due à l'hélium qui est devenu de l'état liquide à l'état vapeur. Ça a carrément, comme on le voit, fait sauter un aimant supraconducteur. Les aimants sont vraiment très bien accrochés au sol et il a vraiment sauté même de son support. Donc après plus d'1 an de réparation, mais c'est pas seulement des réparations, hein, il y a aussi le fait qu'on a mis maintenant des systèmes de contrôle de toutes les connexions. C'est bien sophistiqué, ça n'arrivera plus. Donc après 1 an, le LHC a redémarré le 23 novembre 2009 avec des premières collisions, cette fois-ci proton-proton, à 900 GeV, ça veut dire 450 contre 450 GeV, c'est-à-dire qu'on n'accélérait pas à l'époque, c'est juste ce qui venait du SPS, on faisait tourner, on faisait des collisions, c'est bon. Puis à partir du 16 décembre, on a commencé à monter en énergie dans le LHC pour provoquer alors des collisions à 2,36 TeV dans le système de centre de masse. Et cette année-ci, on a redémarré à 3,5 plus 3,5, soit 7 TeV dans le centre de masse. On a fonctionné depuis mars jusqu'à fin novembre de façon très satisfaisante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le mois de décembre a été consacré à un type d'expérience un peu plus particulier qui était les ions lourds. Au lieu d'accélérer des protons, on a accéléré des ions dits de plomb contre des ions et d'autres ions de plomb à 2e faisceau et on a mis en collision des ions de plomb contre des ions de plomb. Ça a bien marché aussi. En 2011, on continue, on va peut-être monter de 7 à 8 TeV, ça c'est la toute dernière nouvelle. En 2012, on va s'arrêter 1 an pour vraiment, bien vérifier l'accélérateur et le préparer à entrer dans sa phase de fonctionnement nominal à 14 TeV. Et il est probable que le LHC continue dans les années 25-30 avec ce qu'on appelle le super LHC. Quelques photos des premières collisions et des enregistrements. Alors ça va très vite, hein. Moi, je travaille de temps en temps juste à ce qu'on appelle, puisque c'est 24 heures sur 24, à faire des shifts de vérification que le détecteur fonctionne bien pendant qu'on prend des données. Et ça va très vite, on acquiert les données, on fait une première analyse, et dans la salle de contrôle elle-même, on voit apparaître sur un grand écran le résultat des collisions. Allez, quelques minutes plus tard, ça va très très vite. Donc aux premières collisions, tout le monde était content. Le chef aussi. Ça, c'est la fameuse salle de contrôle. On a bu le champagne, tout le monde était content. Il y a beaucoup de physiciens, mais heureusement, on n'est pas tous au puits en même temps. Enfin, dans notre jargon, le puits, le point 5. Et qu'est-ce qu'on a fait durant ces premiers mois au point de vue de la physique maintenant? On a redécouvert le modèle standard. Donc, on a redécouvert toutes les particules dont je vous parlais au début. Donc, les fameuses lettres grecques, si vous vous souvenez, le pion, le eta, le psi, également les bosons W, Z et le quark top. Donc, vous voyez, ces particules découvertes dans les années 40, 50, 60, 70, etc., on les a remis en évidence au LHC très rapidement. Voici un diagramme qui montre l'existence du π0 à la bonne masse. Et ça, c'était dans les 3 minutes des premières collisions.
Maintenant, on a un plus joli pic, on a plus de statistiques, donc les barres d'erreur sont plus petites, on a bien le pi 0, il n'y a pas de souci. Le eta 0, le gypsy, et ainsi de suite. Après le gypsy, le upsilon, et puis on a vu le z. Donc en fait, en 6 mois ici de prise de données, on a redécouvert la physique des 50 dernières années. Voici des candidats dits W ou Z. Donc vous voyez, tout le panel des particules que je vous présentais tout à l'heure, tout ça a déjà été revu au LHC. Et c'est notre première étape. On est obligé de repasser par la physique standard pour plus tard trouver une physique plus inattendue, plus intéressante. Même les ions lourds, on a enregistré les collisions d'ions lourds. Dans les collisions d'ions lourds, le nombre de traces attendues est beaucoup plus important encore qu'un millier. C'est épouvantable. On a peut-être, qui sait, mais il faut accumuler, il faut plus de statistiques. On a peut-être un premier événement, peut-être, de boson de Higgs. En fait, on a vu 4 muons dans le détecteur, comme ça. Un peu comme dans la simulation où il y avait 2 muons, 2 électrons, ici c'est 4 muons. C'est possible que ce soit Higgs qui se soit désintégré. Mais avec un événement, on ne peut pas conclure. Ça peut être aussi la production de 2 bosons Z. Il faut attendre encore un petit peu. Donc, ma conclusion, après 20 ans de recherche et développement, de construction, l'accélérateur fonctionne très bien, les détecteurs aussi. On a acquis des données avec notre système dit DAC, Data Acquisition System. Tout ça est bien opérationnel. Donc ainsi notre voyage va commencer, enfin il a commencé, on a commencé à observer, mesurer et interpréter les premiers phénomènes, donc ici du modèle standard. Et on est obligé de passer par là pour arriver à plus tard vérifier d'autres modèles théoriques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et tout ça va nous permettre de mieux comprendre notre univers, enfin on l'espère. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci de votre fidélité et permettez-moi de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Puis le cycle reprend à la rentrée. Les prochaines conférences tourneront autour du pendule de Foucault qu'on aura le plaisir de installer à nouveau dans la collégiale Sainte-Vaudrue en mars. Mais les conférences commenceront en principe, on devra en avoir déjà en février. Donc voilà, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Merci beaucoup Evelyne.